accrochez vos ceintures. Pour les prochaines minutes, je serai votre pilote. Et après, j'espère que vous reprendrez le volant. On va commencer avec une histoire perso. Une histoire perso qui a été un mini traumatisme dans ma vie. Je devais avoir 14-15 ans, je crois, à l'époque. On avait un événement familial, un mariage, au Maroc. Au Maroc, donc le khatan, c'était un Marocain. Toute la famille était au Maroc. Ils ont fait le mariage au Maroc, à Casablanca. Un mariage incroyable, grandiose, royal, ok. Et c'était au mois de juillet. Donc on s'est dit après avec la famille, ils se sont dit, c'est dommage, on est là-bas au mois de juillet. Venez, on passe des vacances au Maroc, tant qu'à faire. Tant qu'on est, on va le temps de, tant qu'on a payé les billets d'avion maintenant aller-retour, ok. Venez, on prend 2-3 semaines dans un hôtel 5 étoiles et on fait une ambiance familiale en vacances, ok. Donc idée logique. Le problème c'est quoi? C'est que à Casablanca c'est des hôtels plus pour séjourner. C'est pas des hôtels de vacances 5 étoiles, des grandes piscines. C'est une petite hôtel de ville, d'un hôtel de ville quoi, avec une piscine et tout, mais bon, tu fais vite le tour quoi. Donc un hôtel avec je sais pas, du paysage, avec plusieurs piscines, avec terrain de tennis, et il y a des hôtels comme ça à Agadir, des genres de Club Med comme ça à Agadir. Agadir, c'est dans le sud du Maroc. Le problème, c'est quoi? C'est que reprendre un avion, ça commence à chiffrer. Et des billets d'avion, encore aller, retour, et repartir, et la fatigue. Il était dans l'hésitation, jusqu'à qu'il y ait j'ai un oncle qui a pris les choses en main. Il a une idée incroyable. Il nous a dit, regardez, il y a une compagnie de bus, ok, qui fait les transports. C'est dans la nuit, ok, donc on peut dormir dans le bus, tranquille. On monte dans le bus à minuit. On arrive là-bas à 6h du matin. Il y a pour 6 heures de route. Et voilà, on a tous dormi, bon, on récupère vite fait une petite sieste, et on est parti pour les vacances, ça coûte que dalle, et comme ça, on a tout gagné. Ok, super idée, il prend les tickets, et on est parti, prêt comme ça à partir là-bas dans le bus, super, des bus tout neufs, récents, ok, donc on avait un peu peur, on se dit, attends, mais 2 secondes, le chauffeur, il avait l'air sympathique, minuit, petite capuche comme ça, je pose ma tête sur la fenêtre, et je me dis, c'est bon, on va dormir, on se réveille, on est en vacances. Très bien, magnifique. Le problème, c'est quoi? C'est que il commence à mettre on entend Tarbouka comme ça. Il met la musique à fond, la lumière. Bon, il fait une rafla en plein milieu. Il est minuit et demi. On veut dormir. Bon, les gens, ils disent rien, et nous, on se regarde, on se dit, mais il veut quoi, ce chauffeur? Donc, on lui demande de baisser. On lui demande de baisser la musique. On lui demande d'éteindre la lumière. On veut dormir, quoi. Bon, on l'a mal jugé, le pauvre. Il avait une bonne raison. Vous allez comprendre la suite, il avait une très bonne raison. Il éteint la musique, il voit que ça dérange, il éteint la lumière. Et tout le monde se rendort. A priori, on est parti. Et là, d'un coup, réveil brutal. Je suis comme ça contre la vitre. Et d'un coup, je sens la vitre me cogner. Genre, en fait, on a bifurqué sur le désert. C'est-à-dire, il y a la route. Alors, c'est pas comme en Europe où il y a la route, après il y a la bande d'arrêt d'urgence. Il y a la route, après il y a les cailloux du désert. Il y a des rochers, il y a là-bas. Et d'un coup, on se fait réveiller tout le bus par on est dans le désert en train de prendre, imaginez-vous, on a 130 km/h sur le désert, sur les cailloux, en train de trembler comme ça. Tout le monde se réveille, ok. Le chauffeur, y compris, en fait, il s'est endormi, le chauffeur, et au fur et à mesure, il a bifurqué sur le désert. Donc même lui, il s'est réveillé en panique et il remet un coup de volant pour reprendre la route. Il me fait un petit coucou comme ça, genre tout va bien, tout est sous contrôle. Bon, ok, bon a priori, bon ça va. Le pauvre, on est tous fatigués quoi, c'est normal. Et on se rendort. Et au bout de 20 minutes, pareil, on le voit dans le désert comme ça. Oh, maman, mais il est fatigué, c'est pas possible, il va pas tenir la route. Bon, tout va bien, t'es sûr que non, on comprend pourquoi il dit ouais, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Je remets un petit peu de musique. Ok, remets ta musique, tranquille, y a pas de problème. Et là, le pire, c'est qu'on monte dans les montagnes. Alors, dans les montagnes, il y a un petit peu de désert, et après, il y a le vide, ok? Et on savait pas, on se rendort. Et d'un coup, pareil, le réveil brutal, des pierres du désert. On se réveille, et là, on voit le vide. C'est-à-dire, on se dit, oh, le mec, s'il met pas un coup de volant tout de suite, c'est un vol plané dans les montagnes de l'Atlas. Et là, alors, mon père, il commence à crier. Ils ont invoqué avec mes tantes tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, tous les tzadikim, ils sont descendus du Gan Eden pour tenir le volant. Et ils s'endormaient, mais non, c'était, je sais pas comment vous expliquer, et maintenant, tout le monde dormait dans le bus. Apparemment, les gens là-bas, dans ce genre de pays, les gens, comment dire, frôler la mort, c'est pas une notion qui est rare, comme chez nous. Genre, il y a la notion de sécurité. C'est quelque chose d'important, la sécurité.
Là-bas, c'est bon. Ils ont perdu la valeur, l'importance de la sécurité. Ils frôlent tellement la mort qu'il y a plus de, ça a plus de valeur. Alors nous, on était choqués. Les gens autour de nous, ils comprenaient pas. Bon, ça va. Il sait ce qu'il fait. Rabotai, on a frôlé la mort peut-être une dizaine de fois. Non, c'est pas les montagnes russes. La différence avec les montagnes russes, c'est que les montagnes russes, tu sais que tu vas pas mourir. Tu sais que c'est après tu repars. Là, il y a le vide. C'est encore un petit peu, tu tombes dans le vide, c'est terminé. Tu fais des carambolages là-bas dans le vide. C'est la mort directe. Donc, on savait pas quoi faire. Ok. On s'est dit, il faut trouver une solution. Il y en a un qui s'est sacrifié. Mon père, il s'est sacrifié avec mon oncle. Les deux, ils se sont sacrifiés. Ils se dit, bon, on va lui tenir la jambe. Et on s'est mis à côté. Et je vois mon père en train de taper des mains avec lui, en train de chanter, en train d'aller, ils ont mis la musique à fond. Le but, c'était qu'ils s'endorment pas. Surtout qu'ils s'endorment pas. Bon, on a fait une petite pause là-bas. On dit, vas-y, fais une pause, tranquille. On a profité pour aller faire une petite pause toilette, quoi. Alors, comment vous expliquer? C'était une expérience. Là-bas, les toilettes, c'est pas comme nous. Bon, les toilettes un peu sales. Non, il n'y a pas de toilette. C'est un trou, c'est une pièce, il y a un trou là-bas, c'est un tunnel du Hamas, et il y a un seau d'eau. C'est en gros, c'est pour tirer la chasse, quoi. Alors, tu fais tes besoins, tu sais pas s'il y a un scorpion ou un serpent à 7 têtes qui va sortir. Ton cœur, il bat à n'importe quel moment. C'est-à-dire l'adrénaline que tu peux avoir dans tous les parcs d'attractions, c'est zéro à côté de ce qu'on a vécu cette nuit-là à Rabotai. Zéro. On a frôlé la mort, mais c'était incroyable. Et le pire, bon, on a pu s'endormir. C'est grâce à ceux qui ont pu tenir le chauffeur réveillé. Le pire, c'est qu'on arrive vers la fin. Il était peut-être 5 heures du matin. Et il y a des montagnes là-bas avant de descendre à Agadir. Et les montagnes, il y a le vide, pareil. Alors, on est tombé sur le Michael Schumacher du Maroc. Il roulait à 130 dans des virages avec le vide. Il était chaud. Ça, il a pris 2-3 cafés. Il était chaud à 5 heures du matin. Et alors maintenant, je vois, il accélère, il y a une voiture devant qui roulait tout doucement. Ok, on a un bus, imaginez-vous l'histoire, et il accélère. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il freine? Il va lui monter dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, je vois qu'il accélère, et quand il arrive au prix de la voiture, il double. Attends, mais tu peux pas doubler dans un virage. C'est en fait, quand il y a un virage, normalement, tu sais pas ce qui vient de l'autre côté, donc t'as pas le droit de doubler, c'est logique. Lui, il double. Il double, c'est-à-dire, il a pas la notion comment dire, de voir une étape plus loin, de se dire peut-être qu'il y a une voiture qui va arriver en face. C'est ce que je pensais au début. Finalement, en fait, si. Il savait très bien qu'il y a des voitures qui pouvaient arriver. Mais en fait, là-bas, ce qui se passe, c'est que il y a la place pour 3. Donc, quand tu doubles, eh ben, la voiture en face, faut qu'elle serre un peu plus, quoi. On peut très bien être 3. Ok? Donc, lui, il double. Il double pas sur la file de gauche. Il double au milieu. Donc, en fait, celui qui vient en face, il a encore un peu de place. Ok? Donc, imagine, on est à 120, 130. Il y a le vide. C'est-à-dire que soit tu fais un carambolage dans l'histoire, soit tu finis dans le décor. Et imaginez où on était là. Ah, le cœur, il monte, il descend. Il monte, il descend. On a fait le schéma Israël là-bas. Jamais de ma vie, j'ai fait un schéma Israël comme ça. Ok. C'était terrible. Ok. Bref, c'est la petite histoire avec notre chauffeur incroyable. Et bon, elle s'est bien terminée, vous inquiétez pas, il n'y a pas de traumatisme, après c'était les vacances, on a oublié l'histoire. Mais en tout cas, c'était passionnant. Dans cette histoire, à priori, elle paraît délirante. Mais attends, mais c'est qui sur qui vous êtes tombé? Vous êtes tombé sur un ouf. C'est quoi ce chauffeur? Rabotai, des fois, il faut savoir que ce chauffeur-là, c'est nous-mêmes. On est un peu le même chauffeur dans notre vie. Ok? On est un peu à l'image de ce chauffeur-là. Et que, tout simplement que, Akadosh Baruch Hu, il nous met dans ce monde-là une route à choisir, avec des gdarim, des barrières à ne pas franchir. Et c'est là-bas qu'on doit aller, on doit suivre cette route-là. Et c'est là-bas qu'Hachem il se trouve dans le monde. Là, Hachem il se trouve pour nous accompagner jusqu'à notre destination. Le problème, c'est que des fois, on s'écarte. Des fois, nous-mêmes, on est un peu on perd un peu la conscience. On se dit, ah, ça va, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le vide, là. Là, maintenant, il y a le vide. Tu comprends pas que si tu respectes pas ce qui est écrit dans cette Torah, tu respectes pas les règles qui est écrites dans cette Torah, tu changes de bord. T'es en train de doubler dans un virage. Tu peux faire un vol plané directement au Gainam. Tu te rends pas compte. Ça rigole pas. Ce monde-là, c'est Gesher Tsar Meod, il dit Rabbi Nachman. C'est très étroit. C'est à côté, il y a le vide.
C'est les ponts de Indiana Jones là-bas, les ponts comme ça, t'étais au-dessus de 2 falaises. Gesher Tsar Meod. Vaikar lo lefachet klal. N'aie pas peur, tu vas pas tomber. Si tu suis exactement ce qui est écrit dans la Torah, t'essaies de faire le maximum de tes efforts, n'aie pas peur, tu vas pas tomber. Hachem, il sera tout le temps là pour te récupérer, pour te remettre un coup de volant, pour te rattraper là-bas, tu seras protégé. N'aie peur de rien. Mais comprends qu'il faut aller selon les règles. Il y a des règles dans ce monde-là. Il y a des midotes. Il y a des mesures. Ok? Si tu changes les mesures dans ce monde-là, tout le monde comprend que tu finis dans le décor. Pareil, spirituellement parlant. Il y a des mesures. Et c'est ça la réponse à notre question. Pourquoi? Comment Hachem peut mettre sa shrina? Comment il peut nous accompagner? Comment il peut résider en nous? Il nous donne exactement les mesures du Mishkan, du sanctuaire. Vous devez faire comme ça, et 10 amot, et 5 amot, Attends, au millimètre près, c'est quoi l'histoire? Hachem te demande des règles. Ces règles-là, bien sûr, c'est basées selon les secrets de la Kabbale. C'est pas pour rien qu'il y a 5 et 10 et machin, ça représente plusieurs allusions. Mais c'est pas pour rien qu'il nous donne ces règles-là, parce que quand tu as réussi de mettre en application toutes ces règles, toutes ces mesures, là, la Shrina, elle peut descendre. Quand tu as réussi, à l'intérieur de toi, de travailler tes midot. Les midot, c'est pas la traduction littérale des traits de caractère. Les midot, la traduction littérale, c'est les mesures. C'est-à-dire que tu as réussi à équilibrer ta colère. Tu sais exactement, là, il faut que je m'énerve, là, il faut que je m'énerve, là, il faut que je me calme. Là, il faut que je sois un peu plus dur, là, il faut que je sois un peu plus doux. Tu arrives à contrôler. C'est toi le pilote de cet avion. C'est toi le conducteur de cet autobus. Là, à ce moment-là, t'as rien à craindre. T'es protégé. Ok? Et ce chauffeur-là, de cette histoire, il est un peu à l'image de notre nefesh. Ok? Vous allez voir, vous allez comprendre comment ça marche. On va faire un petit voyage à l'intérieur de la neshama.